Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet sur les lois de Kepler. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous aurez le temps d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc avant d'évoquer les lois de Kepler proprement dites, nous allons d'abord débuter avec la notion de référentiel. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel est un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement de notre objet. Lorsqu'on parle de référentiel, vous devez voir un truc de ce genre. Donc, on a une origine et trois axes. Si on regarde la notion de référentiel dans un cadre macroscopique, nous devons voir une planète, une étoile E1, une étoile E2 et une étoile E3. Donc, on distingue trois types de référentiels que nous utilisons généralement. Il s'agit du référentiel géocentrique, qui est un référentiel dont les caractéristiques sont l'origine, le centre de la Terre et trois étoiles lointaines reliées à ce centre pour former les trois axes. Donc, ce référentiel permet d'étudier le mouvement des satellites et il permet également l'explication du mouvement des marées. Le référentiel héliocentrique, quelles sont ses caractéristiques? Son origine est le centre du Soleil et il est également lié avec trois étoiles lointaines qui permettent de former les axes. Le référentiel héliocentrique permet l'explication du mouvement des planètes et des sondes spatiales. Enfin, nous avons le référentiel terrestre qui permet l'étude du mouvement de tout objet sur la Terre et donc on peut fixer son origine n'importe où. Donc le référentiel terrestre est encore appelé référentiel laboratoire. On peut également l'étudier. On peut également l'utiliser pour étudier le mouvement par exemple d'un véhicule qui se déplace ou quoi que ce soit. Donc abordons directement la notion de loi de Kepler. Johann Kepler, astronome allemand, a énoncé trois lois en remarquant que dans le référentiel héliocentrique, les planètes effectuaient des mouvements elliptiques et non circulaires. Donc la première loi est une déduction directe de cette remarque. Elle dit que dans le référentiel héliocentrique, les centres des planètes décrivent des mouvements elliptiques dont le Soleil est l'un des foyers. C'est dit que nous avons une ellipse. Par exemple, on sait que l'ellipse a deux foyers, dont le Soleil est l'un des foyers, et donc on a une planète là qui décrit sa trajectoire elliptique. Dans ce cas, il n'y a rien à démontrer. La deuxième loi dit les aires balayées pendant des intervalles égaux pendant des intervalles de temps égaux sont égaux depuis le centre du Soleil. Ça veut dire quoi? Si on a là, par exemple, on repère la position d'une planète ou d'une comète par rapport au Soleil à un instant T0 et on repère cette même position à un instant T1, également à un instant T2, à un instant T3, tel que T1 moins T0 soit égal à T3 moins T2, alors on aura que S1 égale à S2, S1 étant cette surface-ci et S2 étant cette autre surface. Donc, allons-y avec la troisième loi de Kepler. Elle dit simplement que T carré sur A au cube est une constante. Donc, lorsque une planète est en orbite autour du Soleil, le carré de sa période divisé par le cube de sa distance par rapport au centre du Soleil est égal à une constante. Cette formule se démontre en utilisant le théorème du centre d'inertie. Donc on écrit que somme des forces extérieures égale à MA, ce qui implique que F égale à MA, étant donné que F sera la seule force, la force centripète. Donc si on projette ces relations dans la base de Frenet, on aura que F, suivant la normale, aura la composante F et suivant la tangentielle sera nulle. Et l'accélération a deux composants AN et AT. Donc c'est ce même système qui reçoit là, AT est nul. Si on appelle ça l'équation 1 et l'équation 2.
1 implique que F, ceci, c'est la force d'attraction gravitationnelle, la force centripète entre un objet en orbite et le Soleil, la masse du Soleil ms, sur RS plus H, le tout au carré. On suppose que cet objet est à une distance H du Soleil, donc c'est égal à mv carré sur RS plus H. On tire v carré dans cette relation, on obtient que v carré égale à gms sur RS plus H. Or, on sait que la vitesse linéaire et la vitesse de rotation sont liées par une relation de la forme v égale à r oméga. Et donc, si on élève au carré, on obtient v carré égale à RS plus H au carré fois oméga. Également, oméga est lié à la période par la formule oméga égale à 2pi sur H. Et donc, en remplaçant cela, on obtient directement que v carré égale à RS plus H, le tout au carré, fois 4pi carré sur t carré. De là, on va tirer directement que t carré. On va tirer que t carré sur RS plus H, le tout au cube égale à 4pi carré sur gms. Et donc, cette grandeur-ci est en réalité une constante parce que 4pi carré est une constante, g c'est la constante d'attraction gravitationnelle. La masse du Soleil est une mesure très connue. Donc si on posait un A égale à ceci, ça revenait à la formule qu'on avait parlé, t carré sur A au cube égale à constante. Donc si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et donc influencer mes prochaines vidéos. Vous pouvez me proposer quand même ce que je peux faire comme prochaine vidéo qui pourra vous plaire. Donc bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse.